Très bien, très bien. Je pense que vous devriez tous pouvoir m'entendre et me voir dans la petite image en bas à droite. Donc nous sommes en direct sur un live Facebook. Il faut savoir qu'il y a toujours un léger différé entre le moment où je suis en train de parler et le moment où je suis en train de regarder vos commentaires. Tout le long de cette conférence, n'hésitez pas à commenter, de laisser vos commentaires le long de cette vidéo et j'essaierai de répondre au fur et à mesure de vos questions et remarques. Donc il est 20h15, 20h16, même maintenant chez moi. Alors comme je vous l'ai dit, il y a un léger différé qui est tout à fait normal. Je propose de commencer tout doucement, sachant que cette vidéo sera également disponible en replay à la fin de sa diffusion. Donc il faudra attendre encore quelques minutes pour que ça soit mis en ligne automatiquement par Facebook. Mais vous pourrez revoir tout ou partie de la vidéo, de la partie en tout cas qui vous intéresse. Et je propose de commencer tout doucement. Donc j'espère que tout le monde m'entend, j'espère que vous me voyez bien. Voilà, j'ai plutôt l'habitude d'avoir des gens en face de moi plutôt que de faire ça par vidéo interposée. Vous êtes ici dans un studio, un mini-studio improvisé, dans lequel j'espère vous aurez quelque chose de qualité au niveau du son et de l'image. Voilà. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être venus voir et de participer aussi à cet effort qui est demandé à tous, que ce soit les industriels, les makers, les roboticiens, toutes les personnes qui se sont posées la question de comment peut-on intervenir en termes notamment technologiques, en termes de robotique, en termes d'intelligence artificielle, pour pouvoir... attendez, je vois que quelqu'un m'écrit, je vérifie ce qui se passe. Ça marche, super. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions sur les nouvelles technologies et comment utiliser ces nouvelles technologies à bon escient pour lutter contre le coronavirus. On a pu voir avec un décalage ce qui se passait notamment en Chine avec des robots de nettoyage, des robots, des drones qui venaient aussi voler et afficher des messages d'information, disperser des produits un peu partout, des robots aussi qui servent à faire de la téléprésence, à transporter des médicaments, aussi des denrées alimentaires d'un point A au point B en évitant tout ce qui est contact, en faisant de la distanciation sociale grâce notamment à ces robots. Et aujourd'hui, je vous propose d'y revenir gentiment. Alors, tout d'abord, pour me présenter, c'est ce que vous avez pu voir juste là. Pardon, je reviens un petit peu en arrière, voilà. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis conférencier, formateur spécialisé en intelligence artificielle et robotique. Je suis auteur de nombreux projets liés à l'intelligence artificielle et à la robotique, notamment BIPAI, une intelligence artificielle qui apprend à programmer par elle-même. J'ai eu l'occasion également de travailler pour différents projets qui m'ont amené, notamment en robotique, au Sénat et concernant l'intelligence artificielle à l'Assemblée nationale. J'ai une expérience aujourd'hui de plus de 15 ans sur de nombreux projets industriels en recherche et développement en tant qu'analyste programmeur, responsable de département informatique, consultant formateur, conférencier. Je suis aussi également connu comme étant chroniqueur et animateur d'événements liés aux nouvelles technologies. Voilà pour ma petite bio, pour se connaître un petit peu plus. Donc je propose ce plan sur cette conférence qui sera très courte, de 45 minutes, agrémentée également de vos questions et de vos remarques. Donc je propose de commencer par un tour d'horizon de qu'est-ce que le coronavirus, quelles sont les informations en tout cas fiables et sourcées qui permettent de ne pas partir dans tous les sens. On verra également comment on peut agir, comment on agit déjà aujourd'hui avec les nouvelles technologies face à l'urgence. Ce qu'on arrive à faire et ce qu'on va réussir à faire avec la robotique, même question avec l'intelligence artificielle, et on regardera aussi quelles sont les applications et services en ligne qui peuvent être utiles dans cette lutte, dans cette bataille, voire dans cette guerre. Alors, petit préambule, juste pour vous renseigner quand même, je ne suis pas médecin, vous n'avez pas vu ça dans les messages que j'ai indiqués avant. Je n'ai pas d'information ni de formation médicale, donc je précise bien ici dans ce petit préambule que dû à l'urgence, les informations qui sont échangées ici ensemble ne sont pas validées par une instance médicale pour le moment. Donc regardez bien, n'hésitez pas à voir les liens en tout cas que je vous donne et regardez et vérifiez au fur et à mesure des usages, des applications que vous souhaitez faire avant de faire la moindre bêtise, comme j'ai indiqué en bas également, seule une autorité médicale peut être amenée à autoriser ou non une des solutions présentées ci-après. Voilà, on n'est jamais trop prudent.
Les liens utiles, pour commencer, donc je vous ai dit qu'en tant que présentation, ce n'est pas la peine de présenter ce qu'est le coronavirus. On a bien vu de quoi il s'agissait, on le vit même de façon un peu confinée tous ensemble. Mais en tout cas, vous retrouverez des informations utiles sur virus.beatmaster.com, des liens officiels, notamment le site officiel du gouvernement et le site de l'OMS à destination du grand public. Ce sont deux grandes sources d'informations sur lesquelles on peut suivre les recommandations officielles et aussi l'actualité liée au coronavirus. Voilà, les gestes barrières, pourquoi le confinement, etc. Vous retrouvez des informations utiles sur ces deux sites. Si vous ne l'avez pas encore visité, je vous y invite fortement. D'autres liens utiles pour les industriels, mais aussi les makers, les roboticiens qui sont en train de me regarder maintenant. Vous avez le ministère des Armées qui a fait un appel à projet. Et c'est pas arrêté là, il n'y a pas que lui, il y a aussi la Commission européenne, l'Agence nationale de la recherche et des appels à volontaires de l'HPAP, qui, comme son nom l'indique pas forcément, recherche également des informaticiens, mais aussi des makers, des personnes pour imprimer des choses en 3D. Vous verrez tout ça sur virus.beatmaster.com. Alors qu'est-ce que l'on fait face à l'urgence, face à ce virus qui nous confine tous brutalement chez nous et face au manque notamment de matériel, et quels sont les matériels auxquels on peut essayer de répondre et dans lesquels il y a une vraie question. Je vois que j'ai des questions d'ailleurs en parlant. Tac. On me dit que l'image lag. Ah, malheureusement, ça je ne peux rien faire, c'est grâce à monsieur Facebook. Par contre, je vais peut-être couper la vidéo ici. Tac. Je vais en couper une. Voilà, ici. Oui, mais alors là, comme ça, du coup, je n'ai plus vos questions. Si, voilà. Donc, je vais continuer. Donc, face à l'urgence, qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement ? J'ai eu l'idée de créer un site pour lequel j'essaye de regrouper l'ensemble des projets, des initiatives, des technologies qui sont dispersées un petit peu partout. Et mon objectif, c'était d'essayer de les recenser en 3 étapes pour savoir où concentrer nos efforts. C'est pour ça que j'ai fait ce qu'on appelle un appel. C'est mon premier message. J'avoue qu'on était un petit peu tous perdus par rapport à cette problématique du coronavirus. Et donc l'objectif, c'était déjà de voir qui pouvait répondre présent en termes d'informations, en termes de projets, en termes de technologies qui pourraient aider à lutter contre le coronavirus. Ensuite, suite à ces informations que j'ai pu récolter, j'ai fait une curation, une première lecture et grâce à vos commentaires aussi savoir où et quelles étaient les informations les plus utiles. Et une troisième étape, accompagnée également d'une vidéo, une sélection durant laquelle je suis revenu sur tous les échanges que j'ai eus avec les partenaires, les personnes qui ont communiqué avec moi par les réseaux sociaux et directement sur le formulaire indiqué sur le site internet, quels étaient les points clés, les projets clés, en tout cas les projets phares qui pouvaient nous aider. Et aujourd'hui, sur virus.beatmaster.com, c'est près de 40 projets, initiatives et technologies qui sont recensés, dont les principales sont mises en avant en fonction de vos commentaires. Aujourd'hui, les projets avec un besoin urgent, le premier en tout cas qui vient en tête et sur lequel il y a beaucoup d'industriels mais aussi de makers qui travaillent, ce sont les respirateurs artificiels. Alors, ça porte des noms un petit peu différents, on parle aussi de ventilateurs artificiels, ventilateurs mécaniques. Alors qu'est-ce qu'un respirateur artificiel ? C'est une pompe, mais ce n'est pas qu'une pompe, c'est quelque chose de très sophistiqué qui doit contrôler le débit. Ce sont des machines qui permettent de maintenir en vie des êtres humains. Et comme une machine assez sophistiquée et compliquée peut avoir besoin de différentes parties, c'est des machines qui ont besoin de valves, de consommables, d'adaptateurs. Il faut savoir que voilà, normalement c'est une machine, un patient. On a réussi, grâce à différents groupes de réflexion, à trouver des solutions, des astuces pour qu'un seul respirateur puisse aider jusqu'à 9 patients simultanément. Il y a également des projets open source, do it yourself, qui ont été développés avec différentes qualités de respirateurs. Il faut savoir qu'il y a des respirateurs non invasifs, c'est les premiers qui peuvent venir en tête avec le masque et le système de pompe qui vient envoyer de l'air. En fait, vous avez des espèces de grosses poires que vous pouvez actionner manuellement. Beaucoup de makers ont développé des outils qui permettent d'appuyer sur cette poire de façon mécanique avec une machine, un robot derrière, un moteur qui vient presser régulièrement. Il faut savoir que ces modèles-là sont des modèles, on va dire, première gamme, mais les respirateurs artificiels qui sont plutôt invasifs, dans lesquels on va avoir besoin d'intuber des personnes, sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus compliqués à fabriquer et à gérer, mais on y reviendra un peu plus tard.
Ensuite, parmi les projets avec un besoin urgent, il y a les besoins en masque. Vous avez notamment des supports imprimés en 3D et on s'est rendu compte qu'il existait des systèmes de filtres qui pouvaient être utilisés avec ces supports imprimés en 3D, notamment des filtres EPA, des tissus, des masques et notamment les masques Decathlon, le système qui permet d'aller dans l'eau directement avec la partie respiratoire, enfin la partie tuyauterie qui est indiquée, qui passe derrière la tête et qui n'est pas face aux praticiens, en tout cas c'est utilisé par des docteurs aujourd'hui, a beaucoup de succès et vous retrouverez les détails de ces projets sur le petit site. Vous avez aussi beaucoup de besoins en termes de visière et de protection. Quand je dis visière, c'est le système de plastique transparent qui est posé sur la tête. Donc vous avez le système de visière qui est imprimé en 3D. Bon, vous avez beaucoup de modèles qui sont imprimés en 3D comme ça, sur lesquels vous pouvez mettre une feuille plastique qui va protéger notamment le praticien, avec quelques petits points à vérifier, notamment sur quelque chose qui peut paraître assez simple comme ça, c'est faire attention que le tout puisse se nettoyer facilement, voilà, se désinfecter, se stériliser. Donc il faut faire attention aux différents matériaux qui sont utilisés, etc. Voilà. Tout ce qui est impression 3D et toutes les idées sont bonnes à prendre quand on n'a absolument rien, mais il faut faire attention notamment à ces petits points. Alors, différentes problématiques sont ressorties avec ces projets et ces besoins, notamment des problématiques de qualité, de normes et de sécurité. Donc, on fabrique des machines, on fabrique des masques, on fabrique des respirateurs notamment, qui permettent de sauver des vies, mais qui peuvent aussi blesser, qui peuvent aussi mettre en danger la vie des autres. Donc, voilà, comment travailler dessus? Vous avez notamment des sources d'informations que vous retrouverez sur la qualité de filtration des différents filtres qui sont utilisés. Bon, on met par exemple d'un côté des filtres tissus et puis des filtres utilisés dans le monde industriel et on regarde effectivement quelle est la qualité de filtration entre les deux. Est-ce qu'un tissu, par exemple, peut suffire? Dans certains cas, on se rend compte que ça permet de filtrer que 50% du méchant virus qui est là. Donc on voit ce qui est possible de faire avec des masques, notamment FP2, etc. Et on se rend compte que le système de filtration est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus intéressant. Donc il y a encore beaucoup de recherche et beaucoup de travail, notamment pour réussir à avoir la même qualité en do-it-yourself. Mais on y travaille. Enfin, il y a beaucoup de projets qui utilisent aussi, comme je vous l'ai dit, des filtres industriels qui sont un peu détournés de leur usage, sur lesquels il a des possibilités, vous retrouverez ça notamment sur le site. Ensuite, autre problématique, c'est tout ce qui est nettoyage et stérilisation. Tous ces matériels, ces différents matériels ont des matériaux de différentes qualités. Comment les nettoyer? Est-ce que ça supporte bien, par exemple, l'eau de Javel? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que ça ne va pas conserver ces différents produits chimiques? Est-ce qu'on peut les nettoyer dans de l'eau, avec du savon, etc. Et enfin, tout ce qui a été créé comme ça par des makers a besoin à un moment donné d'une certaine validation, en tout cas par un personnel médical compétent qui va pouvoir valider ça, qui va pouvoir le tester sur le terrain et quels sont les dangers, mais aussi comment, voilà, à défaut, il vaut toujours mieux avoir quelque chose que n'avoir rien du tout. En tout cas, c'est ce qui ressort des différents projets que j'ai pu voir. Enfin, l'autre souci, lorsqu'on a une idée de projet de respirateur ou de masque à imprimer en 3D, c'est vous trouvez ces schémas, ces plans, les modèles et tout ce qui est open source. Notamment pour les respirateurs, il y a des hackathons qui tournent actuellement pour améliorer, pour pouvoir trouver des solutions sur tout ou partie des respirateurs qui sont créés aujourd'hui par notamment des makers. Des problèmes de brevets, on s'est rendu compte qu'il y a des industriels qui commençaient à porter plainte, qui se sont plus ou moins rétractés par la suite sur des parties, des valves qui étaient imprimées en 3D. Ensuite, on a pas ou des fois trop de données aussi en voulant se renseigner sur un simple système de ventilation. On peut se rendre compte que c'est plusieurs pages, des dizaines, voire des centaines de spécifications techniques qu'il faut comprendre pour éviter la moindre erreur, et ceci dans l'urgence, ce qui est très compliqué. Ensuite, voilà, comme j'indiquais, des schémas parfois complexes à comprendre. Ensuite, il faut regarder la partie organisation et logistique. Lorsque vous avez de nombreux groupes de makers qui se sont lancés sur le projet, notamment des particuliers, les informations étaient dispersées un peu partout, d'où l'idée en tout cas de créer ce petit site internet. Et aujourd'hui, on arrive petit à petit à trouver les modèles, les bons modèles, les meilleures sources pour pouvoir créer tout ce dont j'ai parlé juste avant.
Alors concernant les groupes les plus actifs que j'ai eu l'occasion de croiser sur les différents réseaux sociaux, vous avez Maker contre le Covid, vous avez Professionnels de l'impression 3D face au Covid-19, c'est un groupe LinkedIn, le précédent était sur Facebook, et vous avez l'Open Source Covid-19 Medical Supplies en anglais. Vous avez aussi un des premiers aussi que j'ai rencontré, l'Open Source Covid-19 Medical Supplies du Pakistan, et pareil en anglais, sur lequel vous pouvez retrouver des sources d'informations très intéressantes. Et enfin, les industriels ne sont pas en reste, comme vous pouvez le voir dans l'actualité. Vous avez les principaux industriels français qui se sont lancés aussi dans la course, notamment aux respirateurs. Je tenais aussi à les remercier de se lancer dans ce genre de projet, parce que passer d'une voiture à un respirateur, ce n'est pas la même chose. Et on voit que beaucoup jouent le jeu, et beaucoup de personnes, de personnel qui travaillent sur ces projets-là le font parfois le week-end, durant leur temps libre. Donc vous avez notamment Renault, Valeo, PSA, Schneider Electric, plus ou moins à l'international, vous avez Dyson et Tesla qui se sont lancés aussi dans la fabrication de respirateurs qui viennent à manquer. Alors, nous arrivons à la partie robotique. Je regarde déjà d'ici là si je vois des questions qui auraient été posées. Donc, je vois qu'on me reçoit bien. Je vois des gens qui se sont connectés. On me demande est-ce que cet événement donne une certaine opportunité de montrer les technologies cachées au grand public. Oui, on va en parler petit à petit. Je vois encore d'autres participants qui sont venus. Bonjour à tous. Ok, donc on continue. Donc concernant une question, on me parle par exemple des technologies cachées au public. On va démystifier, en tout cas l'objectif de cette petite conférence, c'est de démystifier certaines choses qui est utilisée notamment en Chine, mais aussi à l'international en termes de robots, de drones. C'est le point notamment qui va venir juste après. Pour le grand public aussi, parfois il peut être un peu surprenant d'apprendre que beaucoup d'équipements aujourd'hui qui tournent notamment dans les EHPAD ou dans certains hôpitaux sont fabriqués en 3D par des particuliers. Il faut le savoir, par un manque de matériel, de matériaux assez évident. On essaye de parer au plus pressé, et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ce mouvement pour aider les hôpitaux, les EHPAD et le personnel médical en général. Et je reviens au début. On va faire une petite accélération. Voilà, vous avez déjà vu tout ça. Voilà, en termes de robotique. Alors, en quoi la robotique nous intéresse dans la lutte contre le coronavirus, notamment grâce aux ventilations mécaniques qu'on appelle aussi respirateurs artificiels. Vous avez deux grandes familles de respirateurs artificiels. Vous avez les ventilations non invasives, donc c'est les premiers modèles que l'on peut trouver, que l'on peut fabriquer plus ou moins facilement avec un moteur qui vient presser notamment un système de grosse poire qui vient envoyer de l'air. Encore faut-il pouvoir contrôler ce débit d'air. Et ensuite, vous avez des systèmes de ventilation invasifs qui sont beaucoup plus compliqués et complexes à maintenir en place, en fonctionnement, qui utilisent notamment des canules endotrachéales ou trachéostomie, qui, en gros, ce sont les personnes qu'on entend parler aux infos qui sont intubées. En termes aussi de robotique, il faut penser en termes de senseurs, de capteurs, pardon. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir, maintenant depuis de nombreuses années, des caméras thermiques, des thermomètres infrarouges. Donc on peut en voir maintenant dans la plupart des officines. Quand vous allez voir votre docteur, vous avez des thermomètres. Alors là, c'est un thermomètre industriel qui permet d'indiquer la température à quelques mètres de distance. Il faut savoir que ce genre d'engin, en fait, peut être posé sur des robots, sur des machines, notamment des drones, mais aussi des casques à réalité augmentée, et où on peut utiliser aussi des caméras thermiques. C'est équipé notamment en Chine. Vous avez des policiers qui ont aujourd'hui des casques à réalité augmentée sur lesquels on vient se positionner en surimpression la température avec des différentes couleurs, avec des messages d'avertissement. Lorsque un passant vient se déplacer devant le policier avec une température qui est supérieure à la normale, le policier, jusqu'à 5 mètres de distance, si je ne dis pas de bêtises, peut recevoir une alerte et demander à la personne de passer un test médical, par exemple. Et on construit aussi aujourd'hui des détecteurs autonomes. Donc là, je vous ai parlé d'un policier chinois, notamment avec un casque de réalité augmentée qui détecte les températures. Mais maintenant, il est aussi possible d'avoir des machines, des caméras thermiques à l'entrée des aéroports. On en a vu d'ailleurs dans beaucoup de reportages qui font la même chose.
Alors vous avez aussi des convoyeurs et des livreurs qui sont utilisés donc déjà depuis quelques temps. Vous avez des très gros entrepôts automatisés qui permettent de préparer nos courses à distance sur Internet. Alors je parle d'Amazon, mais aussi Ocado, etc. Ce sont des entrepôts qui, on se rend compte aujourd'hui, ont un certain intérêt, en tout cas par rapport à la distanciation sociale et tous les gestes barrières. Effectivement, les robots ne peuvent pas se contaminer comme ça les uns les autres. À un moment donné, dans la chaîne de contamination, il faut un être humain. Donc plus on enlève d'êtres humains dans ce genre d'entrepôt, plus on enlève le risque de contamination. Vous avez aussi les hôpitaux, les espaces publics qui commencent à disposer de différents types de convoyeurs, de robots livreurs pour apporter notamment des médicaments, mais aussi des denrées alimentaires. Donc ce sont des choses encore anecdotiques, mais qui pourraient venir petit à petit un peu plus régulièrement par rapport à ce qui va se passer dans notre futur. Et enfin, tout ça nous amène aussi à, comme j'ai indiqué tout à l'heure, à respecter une certaine distanciation sociale, car on a affaire non pas à un robot, à un être humain, pardon, mais un robot dans lequel les problèmes de contamination sont moindres. Vous avez aussi des robots qui sont pensés pour nettoyer et pour la stérilisation de sites plus ou moins sensibles. Alors vous avez des drones, notamment en Chine, qui peuvent envoyer en spray des produits nettoyants sur des routes, sur des espaces publics. Vous avez des engins à roues, il y a chenilles aussi qui peuvent se déplacer un petit peu partout. Donc je parle notamment de Shark Robotics, par exemple. C'est le robot qui est venu, le premier robot qui est intervenu lors de l'incendie de Notre-Dame, qu'ils ont adapté leur système pour pouvoir envoyer en spray différents produits chimiques pour nettoyer derrière lui. Vous avez aussi des systèmes, comme j'ai dit, passifs et actifs. Vous avez différentes façons de stériliser ou de nettoyer une salle, une pièce ou un espace, notamment par des produits chimiques, mais aussi des ultraviolets. Alors jusqu'à présent, le site de l'OMS, par exemple, parle très peu des ultraviolets, mais qui sont utilisés pourtant en environnement médicaux, hospitalier, parce que je pense, à mon avis, ils pensent surtout au grand public. Et il faut savoir que les ultraviolets qui sont utilisés peuvent être très dangereux, très cancérigènes. Donc ce ne sont pas des ultraviolets que l'on peut voir dans les boîtes de nuit, par exemple. Ce sont des ultraviolets qui sont très puissants et qui peuvent causer des fois plus de dommages que le virus lui-même, en provoquant notamment des cancers. Tous ces outils, tous ces engins en tout cas sont soit télépilotés, autonomes, voire semi-autonomes. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez des exemples avec Shark Robotics ou EVD Robots. Vous avez différentes démonstrations, notamment aussi de la Chine, dans ce type de robots. Et maintenant aussi aux États-Unis, on le voit se multiplier un peu partout. En termes de drones, on a pu voir en France, notamment la police, utiliser ce genre d'engin avec des haut-parleurs pour passer des messages à l'ensemble de la population pour leur demander de rester chez eux. Donc il y a un effet de communication, ça c'est sûr et certain, un effet un peu dissuasif, mais ça évite aussi que la police rentre en contact avec les passants et donc ça rajoute effectivement une distance pour pouvoir les protéger, ce qui n'est pas négligeable. Ça fait déjà un petit moment que les pompiers ou les services de secours, en tout cas certains utilisent aussi des drones, notamment pour voir des drones avec des caméras, pour pouvoir voir ce qui se passe notamment à distance ou des endroits qui sont difficiles d'accès. Donc aujourd'hui, on les équipe de haut-parleurs. On est capable aussi de les équiper de capteurs de température et de caméras avec, oui ou non, des systèmes d'identification faciale. En France, on n'a pas encore déployé ce genre d'engin, mais en tout cas en Chine, c'est très connu. On utilise ce genre de caméras volantes pour pouvoir identifier les passants. Enfin, tout ça, comme j'ai indiqué tout à l'heure, comme n'importe quel robot, peut être télépiloté, semi-autonome ou autonome pour pouvoir permettre notamment de surveiller une zone en particulier et de laisser le robot se déplacer tranquillement. En termes de téléprésence, on a pu voir qu'il était devenu très difficile de garder le contact avec ses amis, sa famille, en tout cas les personnes âgées, notamment dans les EHPAD, les problèmes aussi de scolarité, donc à distance. Donc on a commencé, ça fait déjà des années qu'on a développé des robots de téléprésence qui aujourd'hui se trouvent très utiles, notamment avec les personnes âgées dans les EHPAD pour pouvoir garder le contact et avoir quelque chose avec, en jouant un petit peu sur l'anthropomorphisme du robot, avoir un léger contact humain, avoir une
une caméra ou deux, avec notamment un retour sous forme d'image avec un écran ou un vidéoprojecteur. Ça rajoute un petit plus le fait que l'engin puisse se déplacer dans la pièce. Et vous avez aujourd'hui QTI, Awabot et Axine Robotics qui proposent notamment ce genre de choses déjà depuis bien longtemps, avant le coronavirus. Et ce sont des genres de projets qui vont se multiplier dans l'avenir, j'en suis certain. Et une dernière chose, oui, vous avez dans ce type de robots, des robots qui sont pensés pour la sensibilisation, notamment du public. À Times Square, vous aviez des robots qui étaient déployés pour pouvoir indiquer les gestes barrières aux passants. Et c'est le genre de choses aussi qui peut se faire assez facilement avec des robots de téléprésence en tout cas. En termes d'impression 3D, on a pu voir que c'était un boom, en tout cas pour pouvoir aider les hôpitaux, mais ça ne s'arrête pas qu'au domaine des particuliers. Vous avez des industriels qui utilisent déjà l'impression de 3D depuis longtemps à des fins industrielles, de prototypage très souvent, mais aussi pour pouvoir répondre à des demandes très précises et très pointues. Vous avez des hôpitaux qui sont équipés d'impression et d'imprimantes 3D, et vous avez effectivement tout l'univers do-it-yourself et des makers qui sont très bien équipés sur les groupes que vous pouvez voir juste avant. Et ce système d'impression 3D que vous connaissez plus ou moins peut-être, c'est un système qui est éprouvé, qui est souple, donc on peut aujourd'hui imprimer à peu près n'importe quoi avec des matières assez originales, et ce sont des systèmes assez rapides. Alors il faut savoir quand même par rapide, pour pouvoir fabriquer des objets plus ou moins volumineux, un objet comme ça il faut quand même plusieurs heures, plus l'objet est fin et plus ça mettra moins de temps, on peut attendre peut-être 1 heure pour des objets beaucoup plus fins, ou quelques minutes en fonction en tout cas de la qualité de l'imprimante et du système qui est utilisé pour imprimer en 3D. Alors vous avez de nombreux projets, comme je ne reviendrai pas sur tous ceux que j'ai listés juste avant. Vous avez les respirateurs, les masques et les visières, en tout cas les systèmes de support à visière qui sont imprimés en 3D et qui peuvent être produits assez rapidement pour pouvoir dépanner celles et ceux qui n'en ont pas. Alors je vais regarder s'il y a des questions avant de passer au chapitre suivant. Est-ce que c'est évident d'une certaine manière de montrer? Alors ça, j'ai déjà répondu à cette question. Hop, il y a quelqu'un qui me dit, Seb également, alors peut-on imaginer d'avoir sa température via son smartphone à l'avenir? Alors c'est une question de Cyril, c'est une très bonne question. Par rapport au smartphone, il faut savoir qu'il existe déjà des adaptateurs de caméras thermiques que l'on peut installer à l'intérieur autour de son smartphone. Donc ça fait comme une coque autour, et en utilisant cette coque, on peut voir la température des différents objets qui tournent autour de soi. Ensuite, il existe aussi déjà des thermomètres qui fonctionnent en Bluetooth, qui permettent de prendre la température à droite à gauche de ce que vous voulez et de journaliser la température. Donc on peut effectivement avec un téléphone portable prendre sa température. Alors, c'est un problème, un vrai problème courant. On parle notamment de manque de respirateurs, de manque de masques, mais il faut savoir aussi qu'il manque énormément de thermomètres dans les pharmacies. Très très difficile d'en trouver actuellement. Alors j'ai une autre question ou remarque de Monsieur Pascal. Cela nécessite des capteurs infrarouges spécifiques. Donc je pense que c'est par rapport à tout ce qui est thermomètre, etc. Et il a déjà entendu parler. Cela nécessite des capteurs infrarouges spécifiques. Donc oui, c'est pour revenir sur les téléphones. Est-ce qu'ils peuvent se transformer en thermomètre? Oui, mais en ajoutant justement un engin supplémentaire. Donc ce n'arrête pas de... Voilà, Yop, je reviendrai à vos questions. Ensuite, alors j'espère que vous continuez à m'entendre correctement et avec une image assez fluide. Donc là, on va parler d'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que nous apporte l'intelligence artificielle dans tout ça? J'ai parlé de robots jusqu'à présent. Alors, en termes d'intelligence artificielle, la première chose qui, en tout cas, m'a marqué dans cette guerre contre le coronavirus, c'est l'aspect préventif. Il faut savoir que l'OMS a déclenché les alertes concernant le coronavirus le 9 janvier, alors que vous aviez une société qui s'appelle Blue Dot qui a levé l'alerte dès le 31 décembre. Et Blue Dot, ce n'est pas une société proprement dite gouvernementale, ce n'est pas une société qui a installé des capteurs partout sur les thermomètres de tous les patients du monde entier. Non, non, c'est une société qui a utilisé comme source d'information des articles de presse et des données aériennes. Donc lorsqu'un avion se déplaçait d'une ville à une autre, il a utilisé toutes ces informations-là, et grâce à ça, ça lui permet de gagner quand même plusieurs jours, et on se rend compte que chaque jour de gagner face au coronavirus permet de mettre en place beaucoup de choses en amont et d'éviter le pire.
Donc l'intelligence artificielle est utilisée notamment en termes de prévention. Elle s'est utilisée aussi depuis des années, notamment sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, lorsqu'une personne commençait à parler de grippe ou de certaines maladies comme de gastro-entérite, parce que les gens parlent de ça sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que vous avez des outils qui sont utilisés déjà depuis plusieurs années pour pouvoir détecter ce genre de messages et pour pouvoir savoir à peu près où et quand ce type de maladie commence à émerger. L'intelligence artificielle sert à accélérer les tests cliniques. Il faut savoir aujourd'hui qu'en laboratoire, on arrive maintenant à faire des tests sanguins. Par contre, sur les tests thoraciques, lorsque l'on a une radio du thorax, par exemple, il faut un œil expert pour pouvoir détecter si la forme de l'image correspond effectivement au coronavirus ou pas. Aujourd'hui, il existe une intelligence artificielle qui a été développée notamment par Alibaba qui permet d'analyser cette radio en 20 secondes avec 96% de précision. Donc, ce qui fait gagner un temps phénoménal aux équipes médicales et avec une précision qui est quand même assez importante. Et c'est ce genre d'outils qui seront utilisés de plus en plus à l'avenir, j'en suis sûr. C'est d'ailleurs une vraie question qui revient souvent sur les conférences que j'anime en termes d'intelligence artificielle, c'est quels sont les métiers qui sont les plus rapidement impacté par l'intelligence artificielle, et celui de radiologue revient souvent en tête parce que l'on peut en tout cas automatiser beaucoup de choses en termes de radiologie. Et pour les tests cliniques, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai plus à utiliser ce genre d'outils. Ensuite, ça permet également de prévenir les complications. On se rend compte qu'il y a des personnes, on n'arrive pas encore à savoir exactement tout ça n'a pas encore été très développé, quoi qu'on a des pistes très sérieuses. On voit qu'on a un outil qui a une précision ici de 80%. C'est que vous avez certaines personnes qui vont être asymptomatiques, des personnes qui vont tomber malades, mais ils vont avoir quelque chose d'assez léger, sachant que ça peut être très grave, et des personnes, même jeunes, qui peuvent tomber malades très gravement et très rapidement. Et il y a une équipe qui a développé un outil, ça a été co-développé par des chercheurs chinois et américains. C'est une intelligence artificielle qui permet de mettre en évidence plusieurs indicateurs qui risqueraient de développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec une précision de 80% et il sera très certainement déployé d'ici avril. Donc ce genre d'outil est très utile, permet de déceler si un patient a besoin d'une aide médicale moyenne, légère ou quelque chose de plus grave qui risque d'arriver et donc de pouvoir l'intuber par exemple. Alors, une petite parenthèse dans ce monde d'intelligence artificielle. Vous savez qu'il est normalement interdit de se cacher le visage volontairement, en dehors des problèmes de santé très évidents. Il nécessite de porter des masques. Il faut savoir qu'en Chine a été développé par la société SenseTime des outils, déjà avant ces problèmes de coronavirus, qui permet de détecter, d'identifier une personne, même si elle porte des lunettes, un masque, une barbe, une écharpe ou un casque. Donc là, on a l'impression que je suis en train de faire la totale avec mon équipement. Mais ce sont des outils aujourd'hui qui permettent d'identifier les gens. Alors pourquoi identifier les gens ? Ça peut avoir son importance, notamment pour suivre quelqu'un qui a été malade, mais je reparlerai après, parce qu'en dehors de l'identification faciale, il existe d'autres outils. Alors effectivement, on peut s'inquiéter des débordements que cela peut avoir, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et enfin, en termes d'intelligence artificielle, une chose dont on a besoin, c'est de données, d'informations en entrée. Et pour ça, vous avez un projet d'open data qui s'appelle Cord19. C'est une base de données extraordinaire qui a été mise en place, que vous pouvez retrouver sur le site de Kaggle notamment. Alors vous retrouvez ce lien-là également sur mon site internet, sur lequel vous avez vraiment l'historique du coronavirus, les informations géographiques, des cartes. Vous avez vraiment beaucoup d'informations qui peuvent être mis à disposition de tous les data scientists, toutes les personnes qui sont intéressées sur le sujet, qui ont besoin de travailler avec des données. Alors je vais regarder, mon téléphone m'a dit que j'avais reçu quelques messages, donc je dis déjà bonjour à toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre. Hop. Alors on me pose la question, est-ce que via l'impression 3D, combien de temps pour faire un respirateur ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, je pourrais me renseigner sur les projets qui sont développés aujourd'hui. Ça peut prendre quand même de nombreuses heures, on parle souvent de pièces, et comme je l'ai indiqué, il suffit même une pièce assez fine peut mettre plusieurs minutes, dizaines de minutes, heures, dès qu'elle devient un petit peu grosse. Lorsque vous voulez imprimer par exemple une petite tour Eiffel de cette taille-là, ça peut mettre une bonne heure, et ça va dépendre aussi du type d'imprimante 3D
que vous allez utiliser, le taux de remplissage, etc. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais sur les groupes dont j'ai donné les adresses juste avant, vous pouvez avoir notamment la réponse à cette question. Vous avez des simulateurs aussi avant d'imprimer une pièce qui vous permet d'indiquer le temps d'impression. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors oui, alors il y a une question de Régis qui me parle d'un dispositif IoT. Est-ce qu'il serait possible, alors je vais enlever le mot que vous avez utilisé, quelque chose, voilà, on va dire d'avoir dans le corps un appareil électronique qui permette de nous surveiller. Ce n'est pas, en tout cas je n'en ai pas encore entendu parler. Pourquoi pas, en tout cas si ça peut aider la cause. En tout cas il faut savoir qu'il est déjà possible d'avoir des caméras que l'on avale sous forme de gélules. Mais en tout cas, dans ce qui nous intéresse ici, par rapport au coronavirus, je n'ai pas entendu parler de projet qui aille dans ce sens, en tout cas oral ou autre. Voilà, je reviens au 5e point, où là, on va parler des applications et des services en ligne qui sont utiles à la lutte contre le coronavirus. On est toujours dans les nouvelles technologies. Vous avez des outils en ligne. Alors, le premier qui est assez pratique, parce que vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, les médecins sont tous débordés. Vous avez le système d'autodiagnostic en ligne. Vous avez maladiecoronavirus.fr. Lorsque vous remplissez l'ensemble du questionnaire, peut vous indiquer si vous avez besoin d'une aide médicale ou pas. Ça reste un avis qui n'est pas l'avis d'un professionnel de santé que vous avez en face de vous, mais face au nombre de personnes qui affluent, le nombre de docteurs en tout cas qui sont débordés aujourd'hui, c'est un bon outil, en tout cas pour un premier diagnostic. Il faut savoir aussi très certainement que les informations que vous donnez à cet outil-là sont très certainement analysées après derrière pour savoir où vous avez signalé être malade, etc., pour avoir des données statistiques. Ensuite, une chose aussi importante, malheureusement, il y a des personnes qui tombent malades aujourd'hui, en dehors du coronavirus, qui ont autre chose, et ils ont besoin de prendre des médicaments. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'appels par rapport à ça. On peut vérifier si un médicament peut présenter des risques potentiels pour aggraver les symptômes du coronavirus. Vous savez par exemple que vous avez des corticoïdes qui posent problème. Alors je ne suis pas médecin. Si vous avez vraiment des questions, vous suivez un traitement long cours, consultez votre docteur, votre pharmacien. Sinon, vous avez Covid-19-médicaments avec un s.com qui pourra vous donner aussi des informations assez rapidement sur les médicaments que vous prenez pour savoir s'il peut y avoir des interactions plus ou moins négatives avec votre traitement en cours. Ensuite, en termes de téléformation et de téléprésence, c'est un boom en termes des applications. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Maintenant, on est tous très sollicités, notamment sur Messenger, WhatsApp, Zoom, Teams, Discord. Discord plus pour les jeux vidéo, mais c'est utilisé aussi pour des projets, notamment pour lutter contre le coronavirus. Avec beaucoup de makers utilisent Discord. C'est un vrai boom. On ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, tout ce qui était téléformation, c'était une option. C'était quelque chose que certaines entreprises, certains particuliers ou certains professionnels salariés utilisés, mais aujourd'hui on ne peut plus vraiment passer à côté. C'est aussi son utilité dans le monde médical. Vous avez maintenant tous les docteurs qui s'y sont, mais je ne pense pas qu'il existe encore un ou deux docteurs, en tout cas généralistes, qui n'aient pas testé la téléconsultation, qui devient d'ailleurs aujourd'hui presque obligatoire pour éviter de sortir. En tout cas, c'est un geste prioritaire au fait d'éviter d'embêter son généraliste pour quelque chose qui ne mériterait pas forcément un déplacement. Donc dans tous les outils que vous les connaissez tous, vous les utilisez au quotidien, et il faut savoir aussi qu'on utilise des outils à des fins professionnelles un petit peu différents, notamment pour des formations, des choses comme ça, et on utilise notamment ici Facebook Live pour pouvoir communiquer ensemble par messagerie d'un côté et par vidéo avec du son de l'autre. Ensuite aussi quelque chose qui est utilisé déjà depuis quelques années, qui prend de l'ampleur au vu de la situation, c'est la réalité virtuelle augmentée et mixte, qui du fait du confinement, on peut recevoir effectivement des formations, notamment je pense au milieu médical qui utilise déjà ce genre d'engin pour pouvoir suivre des opérations à distance ou des choses comme ça. Et aujourd'hui en confinement, en évitant le contact avec les malades, on utilise aussi des systèmes de visière, on utilise des casques à réalité augmentée ou mixte pour avoir notamment les fiches médicales de la personne qu'on est en train de soigner, s'il y a des projets qui vont dans ce sens et qui fonctionnent déjà d'ailleurs. Et ce sont des outils qui permettent de faciliter aussi les visites
visite, mais aussi penser téléprésence, formation et divertissement dans les jeux. Comme on ne peut pas sortir en ce moment, on installe par exemple Wonder sur son casque et on peut sortir via Google Maps, en tout cas de façon virtuelle, qui peut pas faire de mal. Ensuite, quelque chose qui fait débat. Alors avant de continuer, je vais regarder vos questions, parce que je pense qu'il y en aura d'autres après. Donc je passe la question de Régis, je pense que j'ai répondu un peu. Alors on me demande, à part les masques en tissu, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu concevoir des accessoires dans des matières accessibles ? Alors, concernant les masques, j'ai déjà répondu, en tout cas une partie. Vous retrouverez sur virus.bigmaster.com des projets de masques effectivement en tissu. Vous retrouverez aussi des masques en tissu avec des poches dans lesquelles on peut rajouter des filtres supplémentaires. Vous avez des sites qui permettent de connaître la qualité des différents matériaux. Et il y a des expériences aussi qui sont faites avec des bidons, des systèmes de plastique thermoformés qui peuvent être faits relativement facilement avec de l'eau chaude. Alors c'est vrai qu'on a mis très en avant et très rapidement tous les projets qui étaient liés à l'impression 3D, mais il faut savoir qu'il y a d'autres outils avec des matériaux qui sont relativement accessibles. J'ai vu aussi par exemple des systèmes de visière avec 2 trous pour pouvoir l'installer sur des lunettes traditionnelles. J'ai vu aussi des projets qui utilisaient des masques sur lesquels on venait scotcher directement la visière en plastique sur le masque pour essayer de dépanner comme on pouvait assez rapidement. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, alors un sujet qui fait débat, c'est les outils de tracking, des trackers, de suivi de la population à risque, qui sont déjà déployés en Chine, en Corée, en Iran. En France, on est en train de se poser la question, mais on va très certainement y aller. En Allemagne, je sais qu'on a eu quasiment tous les feux verts, en tout cas pour développer ce genre d'outils. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un logiciel, d'une application que vous pourrez installer très vraisemblablement dans votre propre téléphone pour pouvoir savoir si vous avez été, oui ou non, en contact avec quelqu'un qui est touché par le coronavirus. Donc comment ça fonctionne ? C'est une application qui va afficher, enfin en tout cas c'est le modèle chinois qui va afficher un code ou une couleur pour indiquer que vous êtes ou non contaminé. Donc par défaut, on peut imaginer que vous êtes vert ou vous êtes orange si vous n'avez pas été testé. Si vous êtes testé, vous êtes vert. Bon, voilà, vous avez une couleur de départ. Et lorsque vous êtes diagnostiqué comme étant porteur du coronavirus, vous devenez rouge le temps effectivement que le virus s'en aille de votre organisme. Et voilà en tout cas la théorie. Alors comment ça fonctionne en pratique? Donc il faut bien se souvenir qu'il y a par exemple en Chine avec Alipay ou Trace2Gather, vous avez des systèmes de QR code aussi qui vous identifient pour être sûr de ne pas piquer le code de son voisin pour forcer un barrage, une frontière ou autre. Donc c'est un peu comme votre numéro de sécurité sociale qui est affiché avec une couleur pour savoir si vous êtes porteur ou non du virus. Donc c'est très stigmatisant, certes, mais en tout cas c'est quelque chose qui, à mon avis, est très efficace. Donc comment ça fonctionne ? Une fois qu'on vous a donné une couleur, vous êtes vert, vous passez un test. Un docteur va vous dire, vous êtes contagieux, hop, c'est fini, maintenant vous devenez rouge. Bon, très bien. Alors ça signifie quoi, notamment en Chine ? Ça signifie que vous ne pouvez plus rentrer dans quasiment aucun lieu public. Donc la plupart des lieux publics sont très bien encadrés en Chine. Quand je dis lieux publics, ça va être des bus, ça va être le train, ça va être des aéroports, mais ça va être aussi des supermarchés, ça va être des résidences aussi. Vous ne pourrez pas forcément rentrer chez vous si vous avez, ou même travailler, si vous avez le code qui n'est pas de la bonne couleur. Donc une fois qu'une personne a été contaminée et se retrouve avec un code rouge, pendant une quinzaine de jours, ce qu'on va utiliser, c'est les données qui ont été collectées, mais 15 jours avant qu'on vous indique que vous êtes porteur du virus. C'est-à-dire que vous allez avoir cette application dans votre téléphone et tous les autres téléphones que vous allez croiser, que vous avez croisés 15 jours avant, vous allez envoyer dans une base de données les identifiants de tous les téléphones. Alors cette base de données, où sera-t-elle stockée, dans votre téléphone ou dans un serveur centralisé, enfin dans le cloud comme on dit aujourd'hui. Ça c'est un mystère par rapport en tout cas à la France. En Chine, tout est centralisé. Et comment communique-t-on entre ces différents appareils, notamment par géolocalisation, c'est ce qu'on fait en Chine, et du Bluetooth. Il faut savoir que le système Bluetooth permet d'avoir une portée quand même plus ou moins longue, jusqu'à 20 mètres. On peut détecter aussi, on peut diminuer cette distance pour se limiter à 5 mètres par exemple. Et grâce au Bluetooth, on va pouvoir comme ça lister tous les identifiants de tous les téléphones que vous avez pu croiser sur votre chemin, de chez vous jusqu'au travail, etc. Et du jour au lendemain, si à un moment donné vous avez rencontré quelqu'un d'un peu trop près qui est porteur du coronavirus, vous pouvez avoir le code sur votre téléphone
téléphone qui va changer de couleur et il y aura certainement quelque chose qui sera demandé, comme d'aller voir votre médecin pour passer un test, par exemple. Donc une fois que vous avez listé, journalisé tous les codes des téléphones qui sont autour de vous et que vous êtes identifiés, vous identifiez également tous les téléphones que vous avez rencontrés 15 jours avant, avec un système de couleurs, de codes ou d'avertissement. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Une fois que la personne a effectivement été contaminée, on renvoie les informations sur tous les téléphones qui ont été rencontrés et on les passe par exemple à l'Orange pour leur demander de passer une visite médicale par exemple. Voilà, j'arrive à la fin, je suis dans les temps, 21h, ça devait durer 45 minutes, donc j'ai eu le temps après de répondre à vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous invite à visiter virus.bibmaster.com sur lequel vous trouverez un formulaire que vous pouvez renseigner si vous avez d'autres projets, d'autres groupes, d'autres informations à fournir à cette liste de projets participatifs sur la lutte contre le coronavirus. N'hésitez pas à participer. En attendant, ici sur Facebook, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Si je n'y réponds pas tout de suite, je le ferai dans une prochaine vidéo. Je compte en faire d'autres sur le sujet. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette conférence et je vais regarder vos questions, voir si je peux répondre à quelques-unes d'entre vous. Alors, une question d'une certaine Mélie. Quels outils à destination des médecins libéraux pour les consultations à distance pourraient être envisagés ? Alors aujourd'hui, les docteurs, via des applications comme Care, par exemple, ont déjà des outils mis à disposition des généralistes, moyennant finance. Ça existait déjà avant le coronavirus. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a aussi la plupart des outils d'agenda en ligne qui permettent de faciliter la prise de rendez-vous avec les généralistes qui sont passés maintenant à la téléconsultation. Ils proposent quasiment tous, ma connaissance, un système de visioconférence à distance. Donc il reste encore peut-être quelques généralistes qui n'ont pas encore passé le pas. Je pense que ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, ce qui est assez pratique finalement dans le monde de technologie dans lequel on vit, c'est qu'il suffit pour la plupart des cas d'avoir un téléphone portable avec une caméra. Donc la plupart des smartphones sont équipés, ou un ordinateur. Alors petite précision aussi, la plupart des personnes qui travaillent comme ça en téléconsultation utilisent un kit main libre pour pouvoir avoir une qualité sonore suffisante, en tout cas pour des personnes qui seraient par exemple malentendantes, ou vous pouvez également, enfin petite astuce, vous équiper d'un micro studio de qualité pour pouvoir mieux vous entendre pour les personnes âgées notamment. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, nouveau commentaire. Donc il y a d'autres personnes qui viennent nous rejoindre et j'ai Facebook qui m'affiche un message sur la question du dessous. Donc c'est très pratique à lire. Donc j'essaye de lire la question. Alors voilà. À part les masques, les personnes ont pu connaître des accessoires de matière accessible. J'ai déjà répondu à ça. Encore une autre question. Non, c'est une réponse anticipée. Visière avec des bouteilles d'eau. Oui, il est possible de fabriquer effectivement des visières avec des bouteilles d'eau, donc en matière accessible. Alors, des grosses bouteilles d'eau, ou même des bouteilles comme ça, qui peuvent être légèrement déformées avec la chaleur, notamment si vous faites bouillir de l'eau, vous trouverez des informations dessus. Alors, une question de Cyril aussi. Pouvons-nous faire un don afin d'aider votre association ou d'autres associations à créer des masques et des respirateurs? Je pense, oui, c'est marqué aspirateur, je pense que c'était respirateur. Oui, il y a des levées de fonds, des associations caritatives. Alors, on peut les retrouver sur virus.bibmaster.com. Alors, moi, je fais ça de façon totalement bénévole. Voilà, c'est mon travail que de communiquer sur les nouvelles technologies. Je pense qu'il faut chacun donner un peu du sien par rapport à la situation actuelle. Mais il existe aujourd'hui des appels aux dons pour différentes associations caritatives qui existent déjà, comme je pense notamment au Resto du Cœur. Vous avez aussi plein de projets de makers qui ont besoin d'acheter de la matière première, que ce soit du filament pour les imprimantes 3D ou des films ou des choses comme ça. Et il faut regarder sur le site. Je ferai d'ailleurs, c'est une bonne remarque, je pense que je ferai d'ailleurs un chapitre, un paragraphe spécialement dédié notamment aux dons. Alors une autre question.
en tant que maker, on finit par manquer de matières premières, voilà, donc ça rejoint un petit peu, filaments, feuilles transparentes, etc. Comment pouvoir regrouper les dons par lieu? Alors, il y a déjà des choses qui permettent d'avoir des cartes, notamment pour regrouper les besoins de visières, de masques, etc. Je n'ai pas vu encore de carte pour les besoins, notamment filaments. Je sais qu'il y a des écoles, voilà, qui sont fermées, des universités qui disposent d'imprimantes 3D sur lesquelles personne ne travaille. Donc il y a peut-être des choses à faire, du matériel à récupérer, des filaments. Il y a peut-être des choses comme ça à faire, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de choses qui permettent de regrouper ces dons. C'est pour ça que je pense créer une petite rubrique à part, en tout cas sur virus.bitmaster.com, pour pouvoir regrouper ce type de demande. Voilà, je crois que c'était la dernière question ou remarque. Je regarde si j'en ai pas reçu ailleurs. Et ne partez pas tout de suite, j'ai d'autres questions aussi à vous poser. Voilà. Alors, je reviens sur la vidéo. Voilà. Alors, on arrive à la fin, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur virus.bitmaster.com. Alors, juste avant de nous quitter, je vais vous faire passer un petit sondage. 3 petits sondages exactement, qui permettra d'avoir votre avis. Notamment le premier sondage, quelle technologie se démarque dans cette crise sanitaire? Alors je vais la publier, c'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas sur Facebook, qui permet de... dans les sondages, donc je vais autoriser, oui. Donc ça permet de poser des questions en direct, et lorsque vous avez répondu, en tout cas, à ce questionnaire, vous pourrez tous consulter les résultats en temps réel. Voilà, j'attends vos réponses. Donc, d'après vous, quelle technologie se démarque dans cette crise sanitaire? Respirateur artificiel, masque et support, support à visière, des drones policiers ou les robots convoyeurs ou livreurs? Donc pour l'instant, c'est les masques et les supports à visière qui ont le plus de votes. Je vous laisse encore quelques secondes. Et ce qui me laisse du temps pour regarder vos autres questions. On me demande quel type de feuilles transparentes avez-vous besoin? Alors ça, c'est pour tous les projets liés notamment aux visières. Donc ils utilisent vraiment, de ce que j'ai vu, tout à partir du moment où c'est très transparent, cristal. Donc ça peut être des feuilles qui servent notamment de séparateurs, d'intercalaires, de plastique aussi pour plastifier des documents. À partir du moment où le plastique est transparent et relativement épais et en même temps souple, j'ai vu qu'on utilisait vraiment un petit peu tout et voir comment nettoyer ça. Donc j'ai quelqu'un qui me dit merci, je lui réponds également merci. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? On parle de reliure transparente, voilà, c'est pour les matériaux qui sont utilisés. Donc je regarde un petit peu les résultats du vote. Donc on me parle de respirateur artificiel à 33% et les masques et supports à visière à 67%. C'est vrai qu'il y a une demande énorme en termes de masques et de supports à visière aujourd'hui qui fait qu'on est vraiment dans l'urgence et beaucoup de personnes, notamment médicales, en demandent. Alors je propose un avant-dernier petit sondage pour avoir votre avis. Alors, ces sondages-là, vous pourrez continuer à les consulter et répondre après la vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo après coup, vous pourrez continuer à y répondre et à renseigner ce sondage en fonction de l'actualité ou de vos humeurs. De quoi pensez-vous d'une application de pistage tracking contre le coronavirus? Attention, c'est à vous. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée d'avoir un outil qui vous permet de journaliser les personnes que vous avez croisées ces 15 derniers jours et de vous alerter si une personne est porteuse ou non du virus, en sachant que, de mon avis, ce n'est pas pour vous influencer, je pense qu'il faut mettre toutes ses chances de son côté pour enrayer l'épidémie. Alors effectivement, il peut y avoir des débordements, on peut utiliser cette technologie à mauvais escient,
Beaucoup de personnes, notamment je pense à Edward Snowden, mettent des avertissements par rapport à ça. Mais il faut penser aussi qu'on est déjà actuellement plus que surveillés, on est tous confinés chez nous. Et pour pouvoir lever légèrement ce confinement en proposant notamment ce type d'application, ça peut être quelque chose d'assez bénéfique pour pouvoir éviter que l'épidémie reprenne de plus belle à la fin du confinement. La fin du confinement d'ailleurs qui risquerait d'être plutôt progressive. Alors je vois que pour l'instant, c'est du 50-50. Écoutez, on va s'accorder là-dessus. Donc il y a autant de pour que de contre. On verra ce que l'avenir nous réserve ou si les personnes reviendront sur leur avis. Et enfin, un dernier petit sondage, pour ne pas l'oublier. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'open source médical? Alors ça, c'est une vraie problématique qui est très importante. Il y a 67% de contre. Bon, d'accord, c'est en train de changer pour l'application de pistage. Donc le dernier sondage, vous pourrez continuer à répondre à ça après. Attendez, je vois qu'il y a encore des questions, des réactions, je pense, par rapport à ça. Donc je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de s'entraider. Écoutez, c'est très très bien. On me dit aussi que les pharmacies devraient développer un peu plus de points relais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de logistique, l'idéal pour éviter que les 60 millions de Français se déplacent un petit peu dans tous les sens, c'est d'avoir des systèmes de livraison à domicile qui soient renforcés. La plupart des livreurs sont débordés, travaillent dans des conditions très difficiles, et c'est vrai que des systèmes de points relais, ça serait quelque chose de très bien. Voilà, donc d'autres personnes sont en train de s'entraider. Écoutez, c'est très bien. Et le dernier petit sondage, est-ce que vous êtes pour ou contre l'open source médical? Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'open source médical? Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des respirateurs qui sont protégés par des brevets. Ça pose quelques questions, notamment vis-à-vis de l'urgence de la situation. Est-ce que l'on peut lever ce brevet et utiliser vraiment des choses qui sont protégées pour pouvoir sauver des vies en passant à travers certaines lois ou législations? Est-ce qu'il faudrait penser à une législation et l'adapter quelque chose? Alors, en termes d'open source médical, c'est quelque chose qui peut tous nous toucher. Vous avez aussi des systèmes de prothèses, des choses en dehors du coronavirus qui appartiennent à des sociétés voilà, qui travaillent dans le médical et qui ont des brevets dessus. Et donc, lorsque ces sociétés-là décident du jour au lendemain d'arrêter de produire certains types de prothèses, vous avez des patients qui peuvent se retrouver en grande difficulté. Donc déjà, c'était une première problématique. Et là, avec l'arrivée du coronavirus et de tous ces équipements médicaux dont on a besoin en urgence,